Voici Thérèse Van Durme. Merci beaucoup, Monsieur de Borsu. Mon exposé ici porte, d'une part, vous expliquer qui on est. Je pense que beaucoup d'entre vous le savent déjà, d'autres pas encore. Donc, prendre un petit temps de l'expliquer, en tout cas brièvement. Et puis, comment est-ce qu'on est arrivé à écrire ce livre blanc? D'où est-ce que ça sort? Donc, nous sommes financés grâce à la générosité du Fonds Daniel de Koning. On l'a quand même gagné vu qu'on a répondu à un appel à projet. Et on en est vraiment très heureux. Avec 3 missions. La recherche, l'enseignement et le partage des connaissances. Alors, qui sommes-nous? Vous les verrez au travers des différents exposés. Donc, il y a 4 work packages, 4 groupes de travaux avec des thématiques bien précises que je vous exposerai. Mais au total, vous avez les professionnels qui sont là par ordre de fréquence. On a le plus d'infirmières, puis on a des médecins, généralistes et autres, sociologues, sciences politiques, psychologues, kinés, ostéopathes, ergothérapeutes, assistants sociaux, pharmaciens. 3/4 des salaires sont financés par le fonds Daniel de Koning, mais très important, 1/4 est cofinancé par nos institutions. Et donc évidemment, c'est très important. Nous avons la mission et aussi l'ambition de devenir pérenne. Et donc déjà pouvoir penser maintenant comment on va être financé demain, c'est quand même assez pas mal. Alors, 3 universités, ce sont les 3 universités de la communauté française, et 3 hautes écoles. Et vous voyez donc Vinci, Haute École Ilia Prigogine rattachée à l'ULB et l'ENALUX. À côté de ça, nous avons des partenaires très engagés. Vous en avez déjà entendu la voix et le visage de l'un. La PPLUE, nous avons l'ASBL Aidants Proches, dont la coordinatrice est là aujourd'hui. Nous avons également l'ALUS, la Ligue des usagers des soins de santé, et la Société scientifique de médecine générale. Alors, nous avons évidemment dû, et c'était important, d'écrire nous-mêmes une vision commune. Avant de pouvoir lancer l'idée de créer une vision commune en Belgique francophone, commençons par balayer devant notre porte. Et donc, nous sommes arrivés assez rapidement à 9 lignes de force pour guider Beehive, qui évidemment était en écho à ce qu'attendait le fonds Daniel de Koning de notre part. D'une part, nous visons un leadership académique. Nous avons évidemment l'ambition de mener des recherches de niveau à correspondre aux standards internationaux. Deuxième point, dans une logique participative. Je pense que le fait que vous soyez ici aujourd'hui est quand même le signe que c'est quelque chose qui est important pour nous et bien sûr qu'il y a une réponse. Avec un réseau visible et vivant, dans une logique de vision commune et d'intelligence collective, donc la ruche, elle n'est pas là pour rien. Alors, au cours de nos recherches, nous sommes engagés à aller observer ce qui se passe dans la vie réelle et en ce qu'on a appelé dans des living labs et notamment dans ce qu'on a appelé les déserts médicaux, c'est-à-dire des zones où il y a une pénurie manifeste en médecine générale pour voir quelles sont éventuellement les alternatives qui peuvent être menées et évaluées. Alors, durant la première année, nous avons fait une analyse de l'existant. Nous sommes vraiment posés, nous avons beaucoup lu, nous avons rencontré des gens, nous avons posé des questions et de manière plus concrète, je vous le présenterai après, pour voir un peu qu'est-ce qui se vit aujourd'hui en première ligne francophone et à l'étranger et en Flandre. Un objectif important, c'est la priorisation et la complémentarité pour ne pas réinventer l'eau chaude par rapport à ce qui existe déjà et en tenant compte, bien sûr, sur base de l'analyse de l'existant pour mener nos recherches. Une valeur importante, mais c'est assez proche de l'idée de la ruche, c'est la valeur d'équité au sein de la chaire, mais bien sûr aussi dans une vision d'une première ligne inclusive, où toute personne, citoyen ou non, puisse avoir accès à des soins de qualité. Et donc ça passe bien sûr, et nous l'avons vu, nous le verrons encore, notamment au travers des travaux du WP2, l'empowerment des usagers et des communautés. Donc vraiment inviter les personnes à participer à l'organisation des soins et de leur santé. Un petit mot au niveau de la gouvernance. Nous avons donc, je vous l'ai dit, 4 WP avec des thématiques bien particulières au niveau de la recherche qui vous seront présentées.
Pour garder une cohérence d'ensemble, nous avons un comité de pilotage dans lequel, bien sûr, il y a des représentants de chacun de ces WP, et puis un groupe de résonance dont beaucoup de membres sont présents aujourd'hui. Et ce sont eux vraiment qui vont jouer le rôle de courroie de transmission entre ce qui se vit sur le terrain et au sein de la chaire dans un mouvement de va-et-vient. Et alors, très important aussi, les thématiques sont relativement distinctes par WP, mais bien sûr, il y a énormément de points transversaux, raison pour laquelle les chercheurs vont très régulièrement participer à des activités de recherche et d'enseignement entre les différentes parties. Alors, je vais vous présenter maintenant le WP1. Donc, le premier WP, c'est nous. C'est Jean-Luc, vous l'avez déjà vu, Hubert qui est à côté du micro, Jean-Mac qui est devant, Béatrice qui se trouve là, et puis moi-même. Alors, l'enjeu de ce que nous préparons, c'est vraiment, au sein de ce WP1, l'appui à la création d'une vision commune en Belgique francophone. Ça, c'était dans un premier temps. Dans un deuxième temps, ce qui nous est demandé aussi, c'est de observer, j'ai mis entre guillemets, mesurer l'impact de la chaire. Est-ce qu'on fait la différence? Qu'est-ce qui fait qu'on apporte quelque chose à la première ligne aujourd'hui? Deuxième WP, l'action communautaire au service de la promotion de la santé, de l'accessibilité et de l'équité dans les soins. Et donc ça vous sera présenté par Benoît, Annick et Bernard tout à l'heure. Ensuite, le WP3 qui sera présenté par Sophie sur la personne vivant une situation complexe. Et enfin, et certainement pas des moindres, la collaboration interprofessionnelle et le développement des compétences qui vous sera présenté par Céline. Alors, pour arriver à ces livres blancs, comment est-ce qu'on a fait? On a mis 1 an, et ce n'est pas rien. Faire travailler environ une quarantaine de personnes ensemble. Vous avez vu, il y a eu 8,6 équivalents temps plein, mais beaucoup de gens travaillent à temps partiel et d'autres ne sont pas rémunérés. Et néanmoins, ont collaboré à cet exercice. Et qu'est-ce que nous avons fait? Eh bien, comme tout bon chercheur, on a commencé par analyser ce qui était écrit dans la littérature, aussi bien scientifique que ce qu'on appelle aussi la littérature grise, par rapport à qu'est-ce qui est fait pour renforcer la première ligne. C'est quoi une première ligne forte? Deuxième étape, c'est un questionnaire qui a été envoyé à 10 profils de personnes pour pouvoir comparer leur perception par rapport à la première ligne. Et ces profils, c'était des personnes, le tout venant, puis des personnes qui disaient qu'elles étaient usagers de soins de santé, donc des patients, des professionnels de la première ligne, de la deuxième ligne, des aidants, des personnes qui faisaient partie aussi des grosses organisations en tant que managers ou gestionnaires de réseau, des associations de patients et puis sans oublier bien sûr les administrations et les politiques. Et donc on leur a posé des questions et on a eu quand même pas mal de réponses comme vous le verrez. Sur base des résultats de ces questionnaires, nous avons organisé au mois de décembre des ateliers pour approfondir et faire émerger des éléments qui paraissaient intéressants. Et donc, ça, c'est dans une coquille de noix, le résumé de la méthodologie du livre blanc. Alors, quelques résultats ici. D'une part, de la revue littéraire, eh bien, nous les avons classés par, vous trouvez donc 20 thèmes, qui sont 20 thèmes importants pour le renforcement de la première ligne. Et nous les avons classés par thématique de ce qu'on appelle dans la littérature le quadruple objectif. Les quadruples objectifs, c'est quoi? Bénédicte l'a déjà évoqué et Paul aussi. C'est d'une part la qualité de vie de la personne, du patient, d'autre part la qualité des soins, ensuite la gestion des ressources, donc une meilleure utilisation des ressources, et le quatrième, c'est la qualité de vie du prestataire, auquel nous avons rajouté un 5e objectif, puisqu'on est aussi une chaire d'enseignement, c'est celui de l'enseignement par rapport à ces thématiques. Et donc, vous les voyez là, je ne vais pas toutes les énumérer, ça ferait un petit peu long, mais il était important pour nous de voir qu'au cours de nos travaux,
pas d'emblée au cours du livre blanc parce qu'on n'aurait pas eu le temps, mais on puisse aborder tour à tour ces thématiques importantes. Ça, c'était vraiment crucial. Et vous les retrouvez dans les discours qui ont été dits ce matin, en début d'après-midi. Ce sont des thématiques qui, intuitivement, semblent importantes. C'est bien de voir qu'elles sont aussi reconnues comme telles dans la littérature. Alors, quelques résultats mais globaux des questionnaires pour que vous ayez une idée, mais qui sont les personnes qui ont répondu? Eh bien, de manière intéressante, on voit que beaucoup étaient non professionnels, c'est-à-dire que, évidemment, ils ne fonctionnent pas. En bleu et en gris, vous voyez des non professionnels. Donc, on voit en tout 62%. À côté de ça, on a les professionnels de la santé ou de l'aide qui représentent 30%. Et puis, on voit de manière un peu groupée, là, tout à fait en dessous, les autres profils de répondants. Vous voyez aussi le nombre total de réponses par questionnaire. À gauche, vous avez en ligne, à droite, papier. C'est quand même plus de 6000 répondants, ça n'est pas rien. Même si on sait que ce n'est pas toute la Wallonie, ce n'est quand même, et les Bruxelles, ce n'est pas rien. Alors ici, vous voyez la répartition des professionnels. Donc la majorité des professionnels qui ont répondu étaient infirmiers, suivis des médecins généralistes. Puis on en a des autres qui se sont définis comme tels, mais souvent ce sont des personnes qui ont rajouté un autre item en plus de leur formation de base. Par exemple, santé publique ou une spécialisation en, etc. Et puis vous voyez tous les autres qui sont représentés, et c'est quand même pas mal. Je pense qu'il n'en manque pas parmi la panoplie complète des métiers de la première ligne. Alors, une question qu'on avait posée, c'était le type de pratique des professionnels. On voit que ceux qui travaillent en solo représentent, c'est en bleu, 30%. Les autres travaillent soit en groupe, donc ça veut dire plusieurs à la même adresse, soit en réseau, c'est-à-dire qu'ils travaillent en solo, mais il y a des conventions formelles avec d'autres prestataires ou organisations. Et alors, d'où viennent-ils? Bien, d'une part, on a posé la question, est-ce que vous venez d'une zone urbaine? On n'a pas posé la question comme ça, on a posé la question du code postal et puis qu'on a recodé. Et on voit que en orange, vous avez les gens qui habitent dans les villes. Et donc, on voit qu'au niveau des professionnels, il y en a quand même plus qui habitent dans les villes que les patients et les personnes non malades. Et au niveau de l'origine géographique, on est à Charleroi, on peut le dire, en Hainaut, le niveau de réponse était vraiment fabuleux. C'est quelque chose qui s'observe dans d'autres questionnaires aussi, m'a-t-on dit. Et donc ça veut dire qu'en termes d'interprétation des résultats, c'est bien sûr quelque chose dont on devra tenir compte, notamment parce que la manière dont les gens perçoivent la première ligne est fortement influencée par la manière dont ça s'organise au niveau local. Mais bravo quand même pour les gens du Hainaut. Et puis on a fini avec 5 ateliers, et donc vous revoyez les mêmes thèmes qui sont ceux des Work Package, et pour lesquels nous avons organisé des World Cafés. C'est une technique d'animation qui permet de faire un brainstorming de manière relativement structurée et d'avoir des informations très intéressantes, avec un atelier particulier sur les contextes de la Wallonie et de Bruxelles sur l'organisation de la première ligne, parce que c'était important. Et puis le dernier, qui était un atelier de priorisation. Et là, on a utilisé une autre technique qui s'appelle la technique du groupe nominal, qui permet effectivement de prioriser. Et donc, ce sont les résultats de toutes ces différentes étapes qui vous seront présentées lors des présentations de mes collègues. Et donc, je laisse avec plaisir la parole à... Je pense que c'est Benoît. Benoît, tout à fait. Voilà, merci beaucoup Thérèse, on peut l'applaudir.